Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des mémoires de l'ufologie francophone pour les générations futures, en partenariat avec l'association du Sceau, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Pour cette nouvelle édition, j'ai rencontré dernièrement l'ufologue veilleur Thierry Rocher, qui est également membre du Sceau. Mais passons dès à présent à ce nouvel entretien. Eh bien, bonjour Thierry. Bonjour Gilles. Merci de répondre encore une fois à d'autres questions dans le cadre des mémoires de l'ufologie en France pour les générations futures. Alors déjà, comme à tous nos invités, quelles sont tes activités ou tes actualités plutôt ufologiques en 2019 ? Eh ben écoute, alors, elles n'ont pas changé. Je me suis toujours fixé 3 axes de travail au niveau de l'ufologie, on va dire 4 axes. 3 axes qui sont l'enquête de terrain dans l'est de la France et dans d'autres régions si le cas se présente, dans le cas du CNEGU. Ensuite, l'archivage ufologique de tout document ayant trait aux ovnis dans le cadre de l'association Sceau Archive OVNI. Et le 3e volet qui est le contact avec le public, répondre aux questions des gens intéressés, présenter l'ufologie à des gens qui ne connaissent pas. Et après il y a un autre aspect, le 4e aspect, qui est des recherches beaucoup plus individuelles, personnelles, sur des thèmes qui m'intéressent depuis des années. Ensuite, au niveau actualité, les dernières actualités sont toujours des participations à les différents pôles que je viens de présenter, mais j'ai eu l'occasion, vraiment dans la toute dernière actualité, j'ai eu l'occasion de faire un approfondissement d'enquête ancienne, de témoignages, pour Rémi Fauchereau, qui avait eu un témoin au téléphone, un témoin qui habite en Charente-Maritime et qui avait fait une observation en 78 et une autre un peu plus récemment, en 2011 je crois. Ils avaient échangé. Rémi lui avait envoyé, ils avaient échangé par téléphone, Rémi lui avait envoyé un questionnaire que le monsieur avait rempli et envoyé par courrier. Et moi, comme j'ai de la famille en Charente-Maritime, ça a été l'occasion au mois d'avril d'aller voir ce monsieur pour faire des compléments au niveau de l'enquête, des compléments liés au témoignage, au terrain. Voilà, c'était très intéressant. On a pu discuter pendant 2 bonnes heures et avoir des informations beaucoup plus précises et pointues sur les cas dont on ne pourra pas faire vraiment grand chose puisque il nous manque des éléments pour le cas de 2011 et puis l'autre problématique aussi sur laquelle on ne pourra plus jamais revenir, c'est que le monsieur en question est un malvoyant, ce qui fait qu'il ne peut pas voir dehors maintenant et repérer les choses avec précision. Voilà. Mais bon, c'était intéressant de pouvoir approfondir ces 2 cas sur le terrain et lui demander des compléments liés à ces 2 observations. Voilà. Ça, c'est mon actualité récente. Avant de rentrer dans l'ufologie de terrain, j'aimerais te poser 2 questions en rapport avec la culture et l'ufologie. Première question, quand tu as débuté l'ufologie, quelles étaient tes lectures ? J'ai commencé en découvrant déjà des articles dans la presse hebdomadaire grand public qui annonçaient la sortie de certains livres. Donc moi j'ai en tête, je me rappelle très bien, la revue hebdomadaire qu'achetait ma mère et qu'elle lisait régulièrement. C'était un magazine féminin essentiellement qui s'appelait Confidence. Et il se trouve que dans les années 70, Confidence a ouvert ses colonnes à des présentations de livres sur le paranormal, sur l'insolite. Et moi j'ai été marqué par 2 séries d'articles. Un article sur la sortie du livre d'Henri Durand, c'était donc dans la collection Lafon, et celui de Patrice Gaston. Donc ça c'est vraiment deux trucs qui m'ont marqué. Donc j'ai commencé évidemment naturellement derrière à lire ces livres-là,
à Robert Laffont, édition Robert Laffont, la collection noire. Et puis j'ai découvert aussi en parallèle, j'ai lu Aventures mystérieuses, Les Rouges, où là j'ai lu toute une série de livres Aventures mystérieuses, dont le premier qui a dû me marquer, c'est celui de Charles Bowen sur les humanoïdes. Celui-là m'a marqué, je me rappelle parce que j'avais même fait des dessins, je redessinais des cas d'humanoïdes. Et puis aussi, c'est l'époque aussi où je lisais beaucoup de science-fiction et que j'avais découvert les bouquins de Jimmy Gueux, évidemment. Donc, où là, c'était assez spécial puisque ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les livres de Jimmy Gueux, qui étaient sur de la science-fiction, intégraient des cas dits authentiques, des cas sur le paranormal de manière authentique. Merci de ta réponse. Et enfin, deuxième question. Aurais-tu des livres à conseiller aux néophytes et aux ODF Notes? Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Qu'est-ce que je pourrais conseiller au niveau livre? Il y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment. Alors là, j'ai parlé des livres qui m'ont marqué quand j'ai commencé, mais des livres qui présenteraient les choses de manière, l'ufologie de manière neutre. J'en ai pas un qui me vient en tête, qui serait vraiment quelque chose de à la fois détaillé, un éventail large sur le sujet, et qui présenterait les choses de manière objective, mais en même temps réaliste. Il y a plusieurs livres qui sont intéressants, mais à chaque fois ce sont soit des passages, il faut aller picorer dans plusieurs livres à la fois. Il faudrait que je me penche sur une bibliographie, ou peut-être certains livres, je pourrais donner des conseils sur tel ou tel livre à lire, et ceux qui sont à éviter. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'actuellement, au niveau livre, qui continue, donc il y a toujours des parutions sur les livres sur l'ufologie, sur les ovnis. On va dire que 90% de ce qui paraît n'est que de la vulgarisation, de la redite, de la généralité. Donc ça peut. Il y a un public pour ça, il n'y a pas de problème, mais c'est dommage. Il est dommage qu'il n'y ait qu'une minorité de livres vraiment originaux sur des études particulières, sur des thématiques ou sur des enquêtes bien précises qui paraissent. Il n'y a pas assez de choses originales et bien faites qui vraiment aident à la découverte du sujet et l'aident pour officialiser un peu cette recherche, on va dire. Voilà. As-tu déjà fait des méprises? J'ai fait deux observations dans ma vie qui m'ont intrigué, sur lesquelles je n'ai pas l'explication finale, mais qui ressemblent à des méprises. Donc j'ai toujours on va dire que littéralement, effectivement, ça reste des phénomènes aérospatiaux non identifiés, puisque je n'ai pas trouvé ce qui s'était déroulé au final. Mais elles m'ont quand même intrigué. Une dans les années 80 en plein Paris, un soir, à l'époque où je vivais dans le 15e, chez mes parents, au 17e étage d'une tour du front de Seine, un soir avant minuit. Et j'avais toujours le réflexe, avant de me coucher, de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Et dans le ciel, il y avait une trouée nuageuse, je voyais les étoiles, j'ai vu arriver à travers une trouée nuageuse, une grande trouée nuageuse, j'ai vu arriver un point lumineux, vraiment bien lumineux, plus que Vénus. J'ai un souvenir d'un point lumineux vraiment enfin pas puissant, mais très très net et très visible, se déplaçait sur une trajectoire rectiligne, en diagonale, très rapide. Et ce qui m'a marqué, ce qui m'a étonné, c'est que cette vitesse de déplacement était moins rapide qu'une étoile filante, mais plus rapide qu'un satellite. Donc quelque chose qui est vraiment quand même relativement rapide dans le ciel, un point lumineux qui n'a pas changé d'éclat, qui ne clignotait pas, qui était fixe, puissant, et qui s'est déplacé, que j'ai perdu de vue au ras de la façade de mon immeuble où j'habitais, de l'appartement. Voilà, c'était étonnant, j'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Ça, c'est cette première chose. Et puis une autre observation qui est plus récente, qui est en 2003, au mois d'août 2003, lors de la
canicule, j'étais en Charente-Maritime, nous étions 4 en voiture, et avant d'arriver, on était à Royan, on avait passé la soirée à Royan, et on rentrait chez nous à Saujon, qui est à 10 km de Royan, et j'étais avec mes parents, mon épouse et mon fils, et j'ai vu sur la droite, il était quoi, entre 23h et minuit, j'ai vu au-dessus d'une petite ville là, qui est à mi-chemin entre Royan et Saujon, au-dessus d'une forêt, un gros point lumineux mauve et un petit point blanc à côté. Ce qui m'a étonné parce que j'avais jamais vu ce genre de choses, et je l'ai perdu de vue parce qu'on se déplaçait rapidement. Et quand ça m'a intrigué puisque j'en ai parlé, mon fils l'a vu. Il n'a pas le même souvenir que moi. Il n'y a que moi et mon fils qui l'avons vu, puisque mes parents et ma femme étaient sur l'autre côté de la voiture, regardaient de l'autre côté. Et ça a été relativement bref, ça a duré quelques secondes. Mais par contre, là où ça se passait, quand on est revenu faire les vérifications le lendemain et quand on est repassé ensuite, je vois pas ce qui a pu être observé. La seule hypothèse que je peux avoir, mais je ne vois pas. J'ai pensé à un hélicoptère en vol de nuit, mais par contre cette grosse lumière mauve-violette, lumineuse, je vois pas à quoi ça correspond. J'ai cru que c'était un moment l'éclairage d'une grue, mais il n'y avait pas de grue puisqu'on est retourné sur place, une grue de chantier. Et puis un hélicoptère avec une lumière mauve, ça c'est de l'ordre du possible, méprise possible. Mais en faisant des recherches après, j'ai pas eu la confirmation qu'il y a eu un vol d'hélicoptère nocturne à cette heure-là. Voilà. Donc c'est les deux choses qui m'ont intrigué, voilà, dont j'ai été le témoin direct. Après, j'ai pas vu plus étrange que ça. Ces deux phénomènes que j'ai observés, pour moi, sont pas des phénomènes, on va dire, de haute étrangeté. Je pense que c'est de l'ordre de la méprise, mais ce n'est qu'une intuition, c'est qu'un vécu personnel, et ça restera toujours un point d'interrogation dans la mesure où je n'ai pas eu assez d'éléments après dans la suite des enquêtes pour déterminer si c'était un phénomène vraiment insolite ou une méprise avec quelque chose de connu. Voilà. Ouais, ça reste intéressant, ça reste pour moi de l'ordre de la méprise quand même, mais ça me donne envie de voir d'autres choses. Sinon j'ai vu, dans les cadres des méprises évidemment, j'ai eu les lanternes thaïlandaises. Est-ce que tu as eu des méprises RR3 ? Il y a un cas qui m'a marqué, c'est un collègue de travail dont j'avais relevé le témoignage et qui avait vu... alors il n'y a pas d'observation concomitante entre un phénomène lumineux et un humanoïde. Hein. Parce qu'il faut bien dire quand même, il faut faire une petite parenthèse, c'est que le phénomène humanoïde est un phénomène minoritaire dans le phénomène OVNI. Et quand on analyse le phénomène des humanoïdes, on a encore une minorité de cas où on a vraiment un lien entre les ovnis et les humanoïdes. Donc on est vraiment dans quelque chose de très minoritaire. Parce que tu as certains cas d'observation d'êtres, tu ne sais pas si tu peux les relier au phénomène ovni. Mais parce qu'il n'y a pas d'ovni. Exactement. Ça, c'est les cas, on sait pour les classer, ceux-là. Exactement. À la limite même, on pourrait presque ne pas les mettre dans l'ufologie, ces cas-là. Donc, le cas sur lequel j'avais... alors, c'est pas de l'enquête, c'est du recueil de témoignages, parce que le cas est trop ancien. Un collègue de travail plus vieux que moi, qui s'est toujours intéressé à ce domaine-là, qui a vécu plein de phénomènes paranormaux, il habite toujours Paris, dans le 15e. Lui, ce qu'il avait marqué une fois, c'est qu'il s'était retrouvé confronté chez lui, dans son salon, à un petit être humanoïde, semi-transparent, casqué, et qui faisait le tour de la table pour s'approcher de lui.
Je ne me rappelle plus dans quelles conditions le phénomène était apparu. Mais ça m'avait marqué. Il m'a fait même le croquis de la maison, le croquis de l'appartement, le croquis de la salle où ça s'est passé. Et je ne me rappelle pas comment ça se termine, le témoignage, mais c'était assez bizarroïde comme descriptif, quoi, comme humanoïde. Il voyait quand même les yeux, il voyait quand même la bouche avec des dents, et c'était quelque chose qui était relativement petit, gonflé, un peu pâteau. Et il a réussi à lui échapper, je sais pas, en fermant une porte, je ne me rappelle plus comment ça s'est passé. Mais bon, j'ai les documents chez moi sur ce cas, les croquis, dessins, etc. Tout. Ça, c'est un truc qui me revient en tête, ouais, qui était assez particulier. C'était pas une méprise, c'était vraiment quelque chose qui s'est déroulé, quoi. Ah ben, pour le témoin, c'était vraiment concret. Il le voyait bien devant lui, et ça l'a vraiment très inquiété, quoi. Après un autre, alors ça c'est pas, on pourrait dire que c'est pas forcément lié à l'ufologie directe. Mais tu parlais qu'il y avait des phénomènes paranormaux. Oui, parce que il a vécu d'autres choses de manière liée au paranormal, mais je me rappelle plus, il faudrait que je replonge dans le dossier, mais je sais que il n'y avait pas eu que ça, quoi. Il y a eu des trucs qui étaient liés à sa mère aussi. Quand tu fais des enquêtes, des recueils, tu prends en compte que le phénomène ufologique ou tu demandes s'ils ont eu des phénomènes connexes? Alors, quand je travaille sur un cas, déjà la première chose que je vais faire, c'est que une fois le contact établi, je laisse le témoin parler librement pour pas influencer le moins possible. Il faut avoir un témoignage brut, live. Et après, une fois que tu as ce témoignage, alors à l'époque, quand je le faisais, j'essayais de faire ça en plusieurs séquences. Soit j'enregistrais en audio, ensuite je prenais le temps, en général, ce que je faisais, c'est que je l'enregistrais en audio. Mais en même temps, pendant l'entretien, je prenais des notes, ce qui me permettait de me concentrer sur les passages qui n'étaient pas clairs pour moi. Et en général, dans la deuxième partie de l'enquête, je revenais sur plein de questions complémentaires. Disons que j'en profitais pour avoir une meilleure connaissance de la personne, du témoin, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, son histoire, sa vie familiale, en savoir un peu plus sur le témoin lui-même, sur ses opinions, sur ses lectures, sur ses envies, sur ses passions, parce que un témoignage, c'est pas qu'une observation, c'est un témoin. Donc il faut connaître le témoin aussi bien que l'observation. Pour comprendre une observation, il faut déjà connaître bien le témoin avant. Ça, c'est très important, toujours. Ce que moi je me suis rendu compte qui m'a frappé en 40 ans d'intérêt pour le sujet, on ne va pas dire de recherche pour le sujet, parce qu'il y a des moments où tu ne fais pas de recherche, mais 40 ans d'intérêt pour le sujet, c'est que tout passe, une grande majorité, une très grosse majorité de témoignages sont des témoignages humains. Il y a un tout petit reliquat qui est de l'ordre technique, des enregistrements radar, photographiques, magnétiques, etc., etc. Pour toute la partie témoignage humain, il faut ne pas oublier qu'il y a le filtre de l'humain. Donc il faut apprendre à connaître les déformations liées à ce filtre pour arriver à connaître ce qui peut se passer sur le terrain. Donc tout ça pour dire que la chose très importante dans une enquête, c'est le témoin, et il faut avoir une grande connaissance du témoin pour arriver à comprendre la manière dont il a observé et la manière dont il restitue ce qu'il observe. Il faut aussi savoir, quand on est avec un témoin, il faut savoir si on parle le même langage, parce que la manière dont le témoin transmet l'information n'est pas forcément la manière dont on comprend l'observation. On comprendra ce que comprendra par la suite le lecteur aussi. Autre manière dont il va... Tout à fait. Donc, on est confronté à différents filtres qui font qu'on a quelque chose qui est déformé au final, quoi, voilà. D'où être bien précis dans ce qu'on fait et toujours approfondir
revérifier, reposer des questions, mais jamais dans un premier temps. Il faut toujours laisser la liberté totale au témoin de donner son vécu, aussi bien en oral ou par le biais de l'écrit. S'il veut écrire, s'il veut dessiner, il utilise tous les moyens possibles pour donner son information. Il faut arriver à comprendre ce que veut dire le témoin, quels sont les mots qu'ils utilisent et qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là. Quand il parle de tel ou tel mot, est-ce qu'on est sûr que c'est bien la chose qu'on comprend? Est-ce qu'on parle du même mot entre le témoin et l'enquêteur? Première chose. Et ensuite, c'est là où la valeur de l'enquêteur est à mettre vraiment... il faut vraiment qu'il se détermine. C'est un enquêteur qui a bien bourlingué et travaillé de manière objective aussi, s'est rendu compte de ce genre de problématique. L'enquêteur va pouvoir éviter cette problématique ou alors travailler avec le témoin pour que on arrive à savoir exactement ce que veut dire le témoin. Quand les mots, le vocabulaire qui sont utilisés par le témoin, l'enquêteur, lors de l'enquête, a bien fait préciser au témoin ce qu'il voulait dire. Il le fait répéter plusieurs fois, il lui demande l'explication de ces mots, il lui fait des compléments de description, il lui pose des questions complémentaires, il le fait reparler de nouveau, ou alors par le biais d'autres supports, c'est-à-dire qu'il le fait dessiner, il lui fait faire des croquis, il lui montre quelque chose pour arriver à déterminer vraiment si ce qu'a vu le témoin c'est quelque chose qui est en 2 dimensions, en 3 dimensions, si le témoin est sûr et certain de la forme qu'il a observée, si le témoin a bien estimé une distance, un temps de déplacement, tout ça c'est dans l'enquête et dans le discours et dans les rencontres avec le témoin qu'on arrive à le savoir. Penses-tu qu'il manque des données dans les rapports d'enquête? Tout dépend du dossier vierge qui est préparé à l'avance, des éléments qui sont demandés, de la manière dont c'est traité, du nombre de personnes impliquées dans l'enquête, des travaux, du matériel qui est préparé à l'avance, qui est utilisé pendant et qui ensuite est utilisé après. Donc tu vois, il y a certaines données fluctuantes sur lesquelles on ne peut pas se prononcer en fonction des rapports d'enquête. Et puis, comme je l'abordais un peu avant, il faut qu'on s'entende aussi sur enquête, sur le mot enquête. Qu'est-ce que ça couvre? Parce que c'est pas du tout la même chose selon les personnes dans le domaine de l'ufologie. Combien de temps te prend une enquête? Écoute, ça peut être très variable. Une enquête, ça peut être déjà en fonction de la difficulté d'accès aux informations et ensuite au niveau d'étrangeté de l'enquête, à l'intérêt que tu portes au témoignage. Donc tu peux, on va dire, dans les cas les plus rapides, tu vas enquêter avec le témoin et tu vas découvrir dans la journée par exemple ou dans les 2 heures qui suivent qu'est-ce qui est à l'origine de l'observation. Donc l'enquête, elle se termine à ce moment-là. Tu as des cas plus intéressants. J'ai un exemple, moi. J'ai enquêté sur un cas qui est survenu le 1er mars 1985 en Seine-et-Marne à 3 heures du matin, qui a eu lieu en plusieurs phases. Et cette enquête-là, j'ai travaillé pendant plusieurs années dessus parce que j'ai cherché à vérifier toutes les pistes. Ça, c'est l'enquête qui a duré le plus longtemps pour moi. J'ai mis plusieurs années dessus. Et j'ai rencontré des dizaines de fois le témoin pour lui reposer des questions, parce qu'on se rencontrait régulièrement dans d'autres occasions. Et à chaque fois, et je suis même allé plusieurs fois chez lui pour lui poser des questions, peut-être 5, 6, 7, 8 fois. Et
En plus, il me contactait parce qu'on était devenus quand même amis. Et puis il me contactait dès qu'il avait des nouvelles infos, dès qu'il avait connaissance de cas, dès qu'il avait entendu parler d'une émission, enfin tout ce qui touchait à l'ufologie. Et là, sur cette affaire-là, ça a duré plusieurs années. Donc je dirais que tu peux avoir, selon les cas que tu collectes, et ta ténacité, ton intérêt, tu peux passer d'un extrême à l'autre au niveau des enquêtes. Voilà. Penses-tu nécessaire de faire des veillées par tout type de temps? Alors, on va dire que la veillée en elle-même va être instructive dans la mesure où toute personne qui s'intéresse au domaine, qui veut en faire un domaine d'étude et devenir un chercheur dans ce domaine-là, forcément il faut qu'elle ait des connaissances de terrain en visuel et qu'elle connaisse l'environnement dans lequel une majorité de témoins observent. Donc il faut qu'un ufologue fasse du travail nocturne, du repérage, de l'identification, soit aguerri à ce genre de choses. Qu'il puisse aussi connaître tous les différents types de météo et de vision nocturne, je pense que ça peut l'aider, c'est sûr et certain. Mais après, dans le principe lui-même de la veillée ufologique, on va dire que c'est plus de l'ordre du fantasme, de l'illusion que d'un réel travail efficace par rapport à l'existence d'un phénomène qui se déclencherait un peu partout la nuit. Voilà. On va être lucide. Le nombre de veillées qui sont faites, le nombre d'observations, enfin, de surveillances qui sont faites, les horaires qui sont utilisés, les directions qui sont surveillées, la manière dont c'est fait, c'est un peu... on va dire qu'à un autre niveau, on peut comparer ça à la recherche de vie extraterrestre dans l'univers, quoi. C'est une aiguille dans une botte de foin, hein, au niveau des veillées. Il faudra surveiller tellement de zones, il faudra être tellement efficace pendant des veillées, avoir un regard continuel sur une zone bien particulière, tu peux pas avoir à 360 degrés, ou alors il faudrait faire des veillées avec du matériel électronique qui te permette vraiment de faire une surveillance efficace du coucher du soleil au lever du soleil. Et après, pourquoi alors oui, évidemment, la veillée nocturne, pourquoi? Parce qu'un phénomène lumineux est repérable beaucoup plus rapidement qu'un phénomène diurne, ça c'est sûr. Mais pourquoi s'arrêter des veillées nocturnes? Dans ce cas-là, pourquoi pas faire une campagne de surveillance 24 heures sur 24 pendant une semaine, sans bouger de l'endroit où tu surveilles? Pourquoi pas le faire pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, enfin bon, voilà. Mais après, l'efficacité, je dis que ça fait plus partie du fantasme de l'ufologie et de l'idée de pouvoir voir un phénomène insolite de grande ampleur, de grande étrangeté. Et quand tu fais quand tu analyses tous les rapports de veillée, en plus il faudrait pouvoir récupérer tous les rapports de veillée, ce qui est loin d'être évident par rapport à tout ce qui s'est fait en France au niveau des veillées depuis les années 60. Quand si tu pouvais analyser tous ces rapports, le nombre d'heures qui ont été effectuées en surveillance, si ça a été fait de manière efficace, par rapport à ce nombre de temps passé sur le terrain, le nombre de phénomènes intrigants qui ont été observés et analysés, ça doit être un rapport en pourcentage, ça doit être ridicule, quoi. Mais au moins, d'un point de vue pédagogique, la veillée a son utilité. Mais après, il faut pas se leurrer, faut pas espérer voir quelque chose de super étonnant, quoi. Voilà. Que penses-tu
de l'initiative de l'AFU de diffuser autant de revues sur un serveur dans l'espoir que les gens puissent télécharger, etc. librement et gratuitement? Écoute, pour moi, l'idée est très positive, dans la mesure où il n'y a que le privé qui va pouvoir sauvegarder des thèmes comme les parasciences. Ou alors, dans certains pays, si à certains niveaux, on est ouvert à ce sujet, où on décide d'en faire des sujets d'études. Mais si les privés ne se prennent pas en main pour sauvegarder ces domaines-là, ce n'est pas le public qui le fera, ou le gouvernement qui le fera. Voilà. Donc oui. Tu penses que c'est une bonne initiative? Plus que jamais. Qui d'autre le fait? Personne. Et comment transmettre l'information aux autres générations? Il n'y a qu'un seul moyen, c'est sauvegarder ce genre de choses avec des moyens pérennes dans le temps. Donc si des personnes, si des chercheurs, si des organismes d'études veulent se pencher sur la question, ce sera grâce à des groupes actuels qui font ce genre d'activité que les générations suivantes pourront travailler là-dessus. Apparemment, il n'y a personne d'autre qui le fait. Donc oui, je dis bravo à ce que fait l'AFU. D'autres personnes dans le domaine, des indépendants comme des groupes, devraient en prendre connaissance et puis s'en servir comme base de travail, quoi. Ça devrait les faire réfléchir, plutôt que de s'époumoner ou faire du travail fugace qui disparaît à la moindre occasion, malheureusement. Est-ce que tu participes au projet ICAR de Jean-Claude Leroy? Oui. Je peux même te dire que j'y participe depuis très longtemps, depuis que je connais Jean-Claude, depuis 91, dans la mesure où à l'époque, c'était pas encore projet ICAR. Et je suis très souvent en contact avec Jean-Claude. Ça fait depuis longtemps qu'on se connaît, qu'on se rencontre. On a fait tellement de choses ensemble au niveau ufologique. Donc ça m'arrive régulièrement de lui transmettre des informations et d'échanger avec lui, de le conseiller, de corriger certaines choses ou de lui transmettre des trucs dont il n'aurait pas connaissance. Et je peux dire que c'est un projet ambitieux et qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que pour un document visuel étudié, il y en a plein qui sont en cours, il y en a plein qui arrivent, il y en a plein qui sont encore archivés à étudier, et c'est beaucoup de temps de passer sur une seule archive visuelle. Je parle que des archives visuelles parce qu'apparemment Jean-Claude a décidé d'étendre ça aux archives sonores aussi également. Voilà, donc bonne chance Jean-Claude. Il a du courage, hein. Oui. C'est là où je me différencie d'autres ufologues, je décide de rester sur certains thèmes, de ne pas en bouger. C'est un peu comme quand tu manges, quand tu vas dans un restaurant, si tu commences, tu manges trop de choses, t'as trop d'appétit, tu manges partout, en grande quantité, etc. Au bout d'un moment, tu vas être rassasié, tu vas arriver à un trop plein. Et après, tu trouves ton équilibre, tu décides d'être plus mesuré, de faire attention et de t'économiser à tout point de vue. Normalement, tout chercheur devrait faire ça, c'est-à-dire que une fois qu'il a touché à tout, il voit là où il peut être le plus efficace. Plus tu décides d'être raisonnable dans tes ambitions, plus tu vas travailler efficacement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que tu restes polarisé sur un thème et que tu ne fasses plus qu'à du reste, mais au moins tu resteras forcément intéressé par plein de thèmes différents, plein de sujets, etc. Mais ton activité, si tu veux qu'elle soit efficace, il faut que tu restes fixé sur un seul thème ou deux thèmes, ce qui est faisable à analyser et à suivre dans le temps, sans perdre la passion, sans t'exploser, sans te diluer dans plein de directions différentes. Et là, c'est bien. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Rester pratique, efficace, rationnel sur des thèmes de recherche, un certain nombre que tu as choisis, et continuer d'avoir de l'intérêt pour plein d'autres thèmes, mais il faut bien équilibrer la balance. Voir le temps que tu peux y passer,
l'efficacité que tu peux en sortir. Eh bien Thierry, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir pris ta patience, parce qu'il y a des questions des fois qui sont plus hard que d'autres, ou qui calent au minimum. Allez, je veux dire qu'aucune question me dérange. Et puis je te retrouve à une prochaine interview. Avec plaisir. Si tu veux aussi. Il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Même si certaines, j'ai plus les éléments en tête, mais ça peut se revérifier ultérieurement en replongeant dans certains dossiers ou en faisant appel à certains documents. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter éventuellement pour les auditeurs et auditrices? Chers auditeurs et chères auditrices, chers spectateurs, téléspectateurs, internautes. C'est les ODH Notes. Eh bien, chers ODH Notes, je remercie celui qui est derrière cette caméra, qui fait du bon boulot, qui n'avait pas encore été fait de manière systématique et qui a encore plein de gens enregistrés et que j'encourage à faire et à rester tenace dans son objectif parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et il y a beaucoup de chercheurs qu'il faut absolument rencontrer parce qu'il y a tout un pan de l'histoire de ce phénomène, de la recherche sur ce phénomène qu'il faut absolument préserver et diffuser aux générations futures. Donc je dis bravo à Gilles Thomas qui fait un bon boulot pour vous, ODH Note, et en même temps pour le reste des gens qui regardent ces vidéos. Bravo Gilles, et continue sur cette lancée. Merci beaucoup, bravo. À bientôt. Salut. Je tiens à remercier Thierry Rocher d'avoir répondu une fois de plus à nos nombreuses questions. Si vous voulez contacter l'association du Sceau, les liens sont affichés en dessous de cette vidéo. Voilà, donc c'est la fin de cet entretien. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les chemins et routes des mémoires de l'ufologie francophone sur ODH TV. Au revoir.